Turo a été le pire de tout, le plus hypocrite. Est-ce qu'il continue à te poursuivre pour faire de toi sa maîtresse? Non, ça va. Tu devrais plutôt chercher la manière de les faire tous payer. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Comment se portent mes enfants à Turo? Diego est dans le bloc opératoire. Et Myrtha? Comment va ma petite fille? Comment se porte Myrtha? Est-ce que tu te sens chez toi ici? Parce que moi, je te considère comme faisant partie de la famille. Si tu dis pas là ce que tu as dans la tête, c'est que tu envisages peut-être de le faire. Les résultats des tests sanguins qu'on nous a donnés viennent de tout changer, encore une fois. Le docteur a dit que c'était pas la fin du Je ne monde. pourrais pas faire ce que j'avais prévu. Dans une famille, on est tous là pour s'entraider. Sinon, ça n'a aucun sens. Isaac, je veux que tu me parles. The Wild, saison 1, du lundi au vendredi à 19h sur RTI 1. Mais moi, tu m'as entendu parler? Moi, depuis là, tu m'as entendu parler? Mais pourquoi tu parles? Tu m'as entendu dire quelque chose, Pourquoi moi? tu parles pas? Mais C'est tu ça parlais là! pour dire quoi? Pourquoi? Mais attends, pourquoi tu parles pas? Cette bouche elle ne parle plus. Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu ne parles plus? Y'a quoi? Tu ne vois plus clair? Tu n'as rien vu? Il est là, c'est Ricky. Mais vous, c'est qui? Je suis sa cousine. Ma famille, votre série ivoirienne à voir du lundi au vendredi à 11h sur RTI 1. Pardonne-moi, papa. Oh, j'avais oublié. Armando? Tu sais pourquoi je suis comme ça? Parce que la vie m'en a fait voir de toutes les couleurs. Et à chaque fois, j'ai dû me relever et continuer à me battre. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé quand je suis parti et que tu es resté seul avec ton père. À ne manquer aucun épisode de votre série Teresa, du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Première manche éliminatoire de Star Karaoke 2013. Ce vendredi 19 juillet à partir de 21h en direct du studio B de la RTI. Sont en compétition Star numéro 1 Abro Nancy Valérie. Pour un oui, pour un non, tu te fâches, tu t'en vas au A. Pour un oui, pour un non, tu te fâches, tu t'en vas au A. Star numéro 2 Angua Conan Jean-Emmanuel. Que mostra-me esse caminho longe, que mostra-me esse caminho longe, esse caminho passa também. Star numéro 3 Koyate Aurélia Mélissa Anne Colombe. E canhiremua, nadrian lipemua, e canhiremua, nadrie pepekua. Star numéro 4 Koulibaly Minayefien Hyacinthe. Gogo zakiri gumuru wasu wabere wereya wa aje. Ame zakiri gumuru wasu wabere wereya wa aje. Désignez dès à présent votre star préférée en envoyant la lettre S suivie du numéro de votre candidat S1, S2, S3 ou S4 par SMS au 98089 à partir d'un numéro MTN. Venez nombreux assister à cette première manche de l'édition 2013 de Star Karaoke car la voix et l'émotion seront au rendez-vous. Voilà, vous êtes toujours sur RTI 1 et puis c'est tout un programme. Tout à l'heure, à 11h, vous aurez Ma famille. À 13h35, Teresa. Et puis The Wild, c'est tous les jours, n'est-ce pas, à 19h sur votre chaîne préférée. Alors, à ne pas oublier la première manche de Star Karaoke. C'est l'occasion de dire que nous avons eu droit à ce lancement officiel en direct du studio B et c'était beau,
et nous avons apprécié. Nous savons que nous n'avons pas été les seuls à apprécier. Vous savez, vous aussi, nous le dire, parce que c'est avant tout pour vous que nous travaillons. En tout cas, il y a eu de la couleur, il y a eu aussi quelques crispations venant des candidats. Ça se comprend. C'était donc le top départ de Star Karaoke. Je ne sais pas si Enza pourra nous montrer quelques images de Star Karaoke, le lancement de Star Karaoke. Je pense que c'est possible. On va suivre ça, n'est-ce pas? On y va. C'est comme vous voulez. Voilà. Un beau décor, un public, et puis des coachs qui étaient là pour donner des conseils, n'est-ce pas? Bon, c'est la preuve que voilà, nous prenons bonne note de vos critiques et puis voilà, on essaie d'améliorer les choses, on essaie de faire un peu plus. Allons-y, elles sont. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Star Karaoke QV 2013. Merci de votre fidélité au programme de RTI 1. Du 20 au 27 juin, près de 600 jeunes ont été donc auditionnés par un jury de 3 personnes. De ces 500 personnes, on va dire, 16 ont prévu ce soir et jusqu'à la fin de cette édition, vous donnez de l'émotion, vous donnez des frissons, des pleurs, de la joie, des rires, pourquoi pas. Avant d'aller plus loin, madame, monsieur, il serait bon que vous puissiez découvrir les membres du jury qui ont jugé lors des présélections près de 500 candidats, pas en parlant, mais plutôt en chanson, parce que ce sont des voix qui ont été choisies pour vous, madame, monsieur. Je voudrais appeler ici Aklan, sous vos ovations. Appeler ici également Santé, pour leurs prestations. C'est à vous, mesdames. And in my dream, they kiss your lips. It's sometimes I feel my heart will overflow. Hello, it is me you're looking for. I can see in your eyes, I can see your smile. You all I've ever wanted, and my arms open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much, I love you. I long to see your light in your hair and tell you how much I care. Sometimes I feel like my heart will overflow. Hello, I've just gotta let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere in the lonely? Oh, there's somebody loving you. Tell me how will your heart, 'cause I haven't got the truth. So let me start by saying I love you. Voilà, c'était Santé Aklan au lancement donc de Star Karaoke 2013. Les deux chanteuses interprétant le fameux tube Hello de l'ex-Commodores, Mr. Yeah, le Commodores
comment est-ce qu'il s'appelle? C'est pas une colle? Voilà, il s'appelle Lionel Richie. Je vois que personne n'est branché musique ici. Hein. Encore moins Dr Prao, hein, c'est pas son truc ça, la musique. Effectivement. Mais la musique adoucit les mœurs. Effectivement. Bienvenue Dr Prao sur notre plateau. Avec vous, nous parlons économie, nous parlons développement. Avec vous, nous allons donc aborder le thème de la place du secteur informel dans les économies africaines. Avant toute chose, est-ce que il est aisé de définir le secteur informel? Effectivement, il y a plusieurs définitions qu'on donne au secteur informel, mais en général, on reconnaît le secteur informel comme l'ensemble des activités, effectivement, évoluant au sein d'une économie qui sont en marge, n'est-ce pas, de la législation pénale, sociale et puis fiscale. Ça veut dire que ce sont des activités que nous voyons autour de nous, qui ne sont pas contrôlées par l'État, qui sont à petite échelle, c'est vrai, mal organisées, mais qui créer quand même des emplois et des revenus pour ceux qui l'exercent. Alors la spécificité, la grande spécificité même du secteur informel se trouve au niveau de la précarité de l'activité. Effectivement. On s'installe facilement, on peut déboucher sur une autre activité. Effectivement. Donc le secteur informel est un secteur on va dire florissant, un secteur qui prend de l'ampleur et c'est un secteur qui fait l'objet d'études sérieuses au niveau des instances internationales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Le secteur informel nous parle tous les jours, nous côtoyons ce secteur. Tous les jours. Et quelle devrait être notre approche par rapport au secteur informel? Eh bien, je pense qu'effectivement, c'est un secteur qui embête les économistes, puisque effectivement, les économistes ne sont pas d'accord pour qu'on parle du secteur en tant que tel. Parce qu'effectivement, on parle des secteurs lorsque effectivement, ces secteurs sont répertoriés dans la comptabilité nationale. Alors que là, tout ce que vous voyez autour de nous, la boquille, le pousse-poussier, tout ce que nous voyons, n'est-ce pas, sur nos routes à Treichville, etc., qui nous abordent pour qu'on achète quelques produits ça et là, effectivement, ceux-là échappent un peu à la comptabilité. Donc, les économistes n'aiment pas qu'on étudie le thème des secteurs, mais c'est un secteur puisque effectivement, il faut faire avec. Les études ont montré effectivement en Afrique que 76% des jeunes actifs sont employés dans ce secteur informel, 14% dans le secteur privé et 8% dans le secteur public. Donc vous voyez que en termes de lutte contre la pauvreté, on ne peut pas feindre, n'est-ce pas, de ne pas voir comment on appelle ça, le secteur informel. Il faut faire avec. C'est un secteur qui existe, on le voit chaque jour. On dit qu'il est illégal, pourtant on le voit et on ne dit rien. Même les autorités voient ce secteur, effectivement, les acteurs de ce secteur travailler des visu. Ce ne sont pas des employés qui sont cachés, ce ne sont pas des producteurs qui sont cachés. Ils sont très visibles d'ailleurs. Et puis bon, il faut faire avec. Il faut aussi noter qu'ils ne sont pas dans l'illégalité. Hein. Ce sont des gens qui sont en marge on va dire, du système. C'est ça. Très souvent, ce sont des jeunes déscolarisés, des gens qui ne demandent qu'à vivre. Qu'à vivre, effectivement. Effectivement, vous nous permettez de situer effectivement l'ancrage historique effectivement, du secteur informel. Le secteur informel, il faut qu'on soit clair, effectivement. Ce n'est pas des bandits, hein. Ce sont des messieurs, des dames qui travaillent, effectivement, comme vous l'avez dit, qui veulent vraiment survivre, n'est-ce pas? Alors donc, certes, ils sont mal structurés, certes, le capital, il est peut-être familial, certes, les employés sont peut-être des amis ou des parents, mais effectivement, ce ne sont pas des illégaux en tant que tels, des personnes non grata qu'on doit aller pourchasser comme des grands bandits. Voilà, ceci étant dit, effectivement, l'ancrage historique, tout date effectivement des années 1980. Les années 1980, 1970, 80, à la suite des programmes d'ajustement structurel, vous avez vu effectivement que nous avons subi de plein fouet, n'est-ce pas, les conséquences. Et effectivement, lorsque vous ne trouvez pas d'emploi, lorsque vous ne trouvez pas de quoi satisfaire votre pitance, vous êtes obligé d'aller, et puis bon, à la débrouillardise, on va dire. Donc, voici au niveau de l'ancrage historique ce qui a poussé, n'est-ce pas, en tout cas, en ce qui concerne l'Afrique, à l'accroissement, n'est-ce pas, de ce secteur informel. Et vous voyez bien que les pays comme le Bénin, où, en termes, je veux dire, de contribution au PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, hein, ça culmine autour de 80%. Bien sûr. 80%.
c'est quand même énorme. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas que le Bénin, c'est presque partout en Afrique. Presque partout. Et quand on parle du secteur informel, il y a aussi ces braves femmes. C'est avec un énorme plaisir que nous les recevons tous les mardis sur ce même plateau de Matin Bonheur. Elles viennent en tant que responsables de coopératives. C'est aussi un pan du secteur informel. Et quand on parle du secteur informel, on ne peut que saluer l'entrepreneuriat féminin. Elles ont fait beaucoup en Afrique. Ce sont elles qui se lèvent aux aurores, qui vont chercher la pitance pour toute la maison, la pitance journalière. Et elles sont à saluer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les Africains peuvent se défaire, tourner le dos à ce secteur-là qui contribue à booster le PIB dans nos pays? Je pense que c'est difficile, c'est une équation vraiment difficile. Au départ, effectivement, on avait voulu effectivement avoir un traitement, je vais dire, de force, un traitement pas du tout catholique, on va dire. Et comme vous l'avez signifié dans votre introduction, il a fallu que les institutions internationales, en l'occurrence la Banque mondiale et le FMI et encore d'autres institutions, ont dit effectivement non, en Afrique, puisque le secteur industriel tarde à se mettre en place, c'est le secteur industriel effectivement qui emploie ces jeunes-là. Qui emploie ces jeunes, enfin jeunes, je veux dire jeunes hommes comme jeunes femmes. Et comme effectivement le développemental, il faut survivre. C'est un instinct de survie que les gens ont effectivement. Donc on ne peut pas, franchement, avoir un traitement, je vais dire, avec la force en fait de ce secteur-là. Il faut faire avec. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir accompagner ce secteur-là, au lieu plutôt de lutter contre le secteur. Parce qu'il est difficile. Je vous dis que le secteur emploie 76% en Afrique. C'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'il est le premier pourvoyeur d'emploi en Afrique. Il y a aussi le fait que les jeunes se disent l'État ne pourra pas tout faire, l'État ne nous donnera pas tout, autant se lever, autant créer l'auto-entreprise et puis aider les frères, les sœurs de la famille qui comptent sur nous. Effectivement. Et le développement du secteur informel demande un peu, ou prend à contre-pied, parfait d'ailleurs, les critiques que d'autres occidentaux, n'est-ce pas, ont envers nous, en disant que l'Africain est congénitalement inférieur, il ne sait pas faire les affaires, alors qu'il n'y a qu'à regarder partout, en Côte d'Ivoire, partout en Afrique, vous allez voir le génie de l'Africain. Il suffit seulement d'organiser ce secteur-là. C'est pourquoi d'ailleurs le FMI et la Banque mondiale soutiennent le gouvernement africain pour pouvoir faire la transition entre l'informalité et ce qui est formel. Donc je pense que c'est à ce niveau-là, aujourd'hui, en tout cas toutes les réflexions, n'est-ce pas, des économistes comme des partenaires sociaux et des partenaires au développement vont, n'est-ce pas, dans ce sens-là, d'aider le secteur informel à s'organiser pour pouvoir... Parce que là, ça montre un peu le dynamisme, effectivement, de l'Afrique. C'est vrai que malgré nos maigres moyens, parce que, vous voyez, le secteur informel, votre cousin, M. Baba Koulibaly, peut venir vous voir, tonton ou grand frère, est-ce que vous avez un petit 100 000 francs à me donner? Je vais me débrouiller quelque part. Et vous lui donnez, pour ceux qui sont intelligents, en une année, ils deviennent des millionnaires. Donc je pense que l'idée d'entrepreneuriat, n'est-ce pas, l'idée de libre entreprise est en nous déjà. Il suffit qu'on accompagne, n'est-ce pas, ce secteur-là à pouvoir entrer dans la formalité. Cela dit, il n'y a pas un secteur informel, il y a des spécificités en la matière. C'est-à-dire que le modèle d'un micro-entrepreneur est forcément différent du modèle d'un autre. Effectivement. Et parce que effectivement, il y a plusieurs catégories. Effectivement, c'est un secteur. C'est pourquoi d'ailleurs, effectivement, le traitement du secteur est un peu complexe, parce qu'il faut tenir compte, n'est-ce pas, de l'hétérogénéité. Et les réalités qui sont diverses. Voyez-vous, par exemple, au niveau, il y a la production, par exemple, ceux qui sont dans la production périurbaine. Vous voyez ceux qui sont dans la restauration. Vous voyez ceux qui sont dans le commerce. Vous voyez ceux qui sont dans ce qu'on appelle la production d'art. L'artisanat et autres. Vous voyez que ce n'est pas pareil. Vous ne pouvez pas traiter pareil le petit commerçant que nous voyons à Treichville au même pied d'égalité que la bonne dame qui a son restaurant quelque part à Yopougon ou à Bobo ou à Cocody même. Voilà, ce n'est pas pareil. Donc c'est au cas par cas qu'on arrive, n'est-ce pas, à traiter de façon, je vais dire douane, les solutions vraiment concernant ce secteur-là.
Et c'est tellement vrai. Le jeune mécanicien qui s'installe, c'est un acteur du secteur informel, mais c'est un micro-entrepreneur de service, mais sa réalité est différente je sais pas, de l'artisan qui se mettrait... Effectivement, de la couturière par exemple, voilà, ou bien de la coiffeuse par exemple, au carrefour de Cocody. Ce n'est pas la même réalité. Donc je pense que c'est au cas par cas. Et en Afrique en général, à part le Bénin, le Kenya, où une étude de l'Organisation internationale du travail a été faite, à part ces pays-là et le Cameroun, les autres pays africains ne traitent pas ce problème-là avec vraiment beaucoup de sérieux. Or, il faut que nous regardions les choses en face, parce que comme vous l'avez dit, on ne peut pas aujourd'hui, comme on dit, cacher le soleil avec une main. On ne peut pas dire aujourd'hui, on va... voyez-vous, lorsque le président Yahi Boni, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a cru que pour traiter ce secteur-là, il fallait aller de force. C'est pourquoi j'ai utilisé la solution de force. Il allait et puis bon, il a chassé ses commerçants à la sauvette là, Lana Benz et autres, etc. Mais très vite, il s'est rendu compte qu'effectivement, en le faisant, ce sont des milliers de jeunes, des milliers de femmes qui n'arrivaient plus à manger. Et donc, on a croisé ainsi, n'est-ce pas, le taux de pauvreté. Parce que le secteur, là, c'est une manière, c'est une résilience. C'est une manière pour la population, n'est-ce pas, de pouvoir survivre, comme vous l'avez dit. Parce qu'effectivement, nous devons, chaque matin, nous allons au travail, nous autres enseignants, vous autres journalistes, les autres cadreurs, mais il y en a, effectivement, ils n'ont pas d'emploi, ils font quoi pour vivre? Il faut qu'ils se lèvent le matin et revenir le soir avec quelque chose. Et donc, pour ne pas voler, je préfère effectivement que les gens travaillent dans ce secteur et qu'on les organise. C'est cela. Vous parliez tout à l'heure des Nana Benz. Je voulais préciser qu'elles sont plutôt au Togo. Hein. Au Togo, il y en a aussi au Bénin. Il y a des femmes entrepreneurs au Bénin. On les voit et elles sont nombreuses au grand marché d'Antokpa. Et je voudrais en profiter pour les saluer tous les artisans, donc tous les acteurs du secteur informel béninois. Alors, c'est vrai que c'est quelque peu complexe. Hein, c'est quelque peu complexe. Aujourd'hui, pour revenir au Nana Benz, autrefois et aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé. Les lignes ont un peu bougé. Hein. Dans le secteur informel, d'une certaine façon, de façon générale, les acteurs même étaient, il y a 20 ans, 30 ans, pratiquement des analphabètes. Effectivement. Et pour reprendre le cas des Nana Benz, aujourd'hui, ce sont des dames, des braves dames qui ont été remplacées par leurs filles ou leurs enfants, qui utilisent l'ordinateur, qui sont allés à l'école. Ça veut dire que c'est un secteur qui est dynamique, un secteur qui bouge, un secteur qui va certainement s'imposer. N'est-ce pas le secteur informel qui a inspiré la création de la microfinance? La microfinance. Effectivement, la microfinance fait partie du secteur informel. Et comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, parfois on aime opposer l'informel et le formel. Or, il me semble, effectivement, comme vous le dites, qu'il y a vraiment une certaine corrélation, pour ne pas dire, c'est-à-dire une certaine relation entre les deux. Ce que vous dites tout à l'heure est l'illustration parfaite. Et voilà, les Nana Benz, il y a 20 ans, effectivement, c'était des analphabètes, les femmes qui n'étaient pas là à l'école. Aujourd'hui, les enfants sont là à l'école et les enfants disent « Ah, maman, avec le commerce que maman fait, maman a l'argent. » Comment j'ai fait? Moi, je vais essayer de moderniser, effectivement, ce que maman faisait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que hier, peut-être que c'était des analphabètes. Aujourd'hui, non. Ça peut être peut-être des jeunes déscolarisés ou même carrément des jeunes qui sont sortis des universités qui ont décidé, par exemple, de prendre les affaires des mamans ou des papas en main. Bien sûr. Et donc là, avec la modernité, le modernisme, les nouvelles technologies de l'information et des communications, tout cela est mis à profit, n'est-ce pas, pour booster ces secteurs-là. Donc, quelque part, les économistes trouvent que le secteur informel prépare les individus, n'est-ce pas, à entrer dans le secteur formel. C'est ce que vous êtes en train de dire. Bien sûr. Et c'est très important. Regardez bien nos jeunes qui sont au carrefour de 13 villes et même partout maintenant à la Riviera, lorsque vous les voyez. Et remarquez bien, suivez bien, vous allez voir que sur une année, lorsqu'il va avoir peut-être un 500 000, 600 000 francs, il ne va plus venir sur la route. Il va chercher à avoir un petit coin, soit à 13 villes, quelque part dans un endroit bien indiqué, où il vend ses ordinateurs, tout ce qui est produits téléphoniques, etc., etc. Et il s'assoit désormais. Il ne va plus se promener. Donc, quelque part, on a l'impression qu'effectivement... Il va peut-être employer d'autres petits qui vont aller sur le terrain, qui vont aller se promener. Voilà. Donc, vous voyez bien que quelque part,
les deux secteurs sont liés. Et lorsqu'il va aller à Treichville chercher une place, désormais, il sera imposable puisque effectivement le maire Amicha va venir avec ses employés, avec je veux dire ses employés, les voilà, services, de la mairie. Ils diront, ah monsieur, désormais vous n'êtes plus dans la rue, maintenant vous êtes dans une place bien précise, vous devez maintenant payer les impôts, quoique forfaitaires. Donc vous voyez que quelque part, je pense qu'au lieu de lancer la pierre, n'est-ce pas, à ce secteur-là, il faut plutôt organiser ce secteur. Vous avez parlé de coopératives. Et c'est cela. Aujourd'hui, par exemple, au Canada, comme dans les pays développés, ils ont trouvé cette formule-là où, effectivement, on met les acteurs du secteur informel ensemble, comme dans les coopératives. Et là, en ce moment, l'État peut les suivre. Parce qu'effectivement, c'est facile de suivre un groupe que de suivre des gens individuellement. L'État peut les suivre. Et aussi, financièrement, on peut leur accorder effectivement des crédits ou des microcrédits, comme vous avez dit. Okay. Voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est un secteur d'avenir. On ne peut pas... le professeur Mbagne, qui est doyen de l'Université de Dakar, il a piloté une étude tout récemment au niveau de l'UEMOA, et il a vu qu'au Sénégal, par exemple, le secteur informel contribue à hauteur de 50% du PIB. C'est quand même énorme. C'est vraiment énorme. Donc, c'est un secteur, moi je pense qu'en tout cas, on ne peut pas se permettre, on ne peut pas se permettre ce luxe-là, nous, Africains, qui sommes encore dans le développement, du sous-développement, de ne pas vraiment tenir compte du secteur, mais plutôt, je pense qu'il faut organiser ce secteur-là et trouver la transition toute faite entre l'informalité et le secteur formel. Bien sûr, on en reparle sur ce plateau, chers téléspectateurs. Si vous venez de nous joindre maintenant, sachez que vous êtes à Matin Bonheur et notre débat avec Dr Prao a pour thème la place du secteur informel dans les économies africaines. On en reparle tout à l'heure. Le temps pour nous de savourer ces très beaux moments, n'est-ce pas, vécus lors de Star Karaoké, lors du lancement de Star Karaoké. C'était au studio B, le studio Marie-Thérèse Peuchot, vendredi, ici à la Maison de la Télévision. C'est quand tu veux, madame, monsieur, pour vous, la prestation de toutes les stars 1 de cette édition Star Karaoké 2013. Christelle Mellet. Un jour, le lundi où il n'y aura plus de larmes, où étant éloigné, il fera jour. Le jour vient. Où tu riras jusqu'aux larmes, parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître et pour mourir. Un temps pour rire et pour pleurer. La nuit, le jour va venir. Mais si ne pouvait, oh, oh, le jour vient et ça s'éteint. Où tu riras jusqu'au là, parce qu'il y a un temps pour tout. Qui brille n'est pas or. Il y a peut-être mieux, mais il y a pire. Un temps pour aimer et haïr. Près de l'émission de lancement de Star Karaoké 2013 et Dr Prao qui
disais, bon, je ne suis pas branché musique, mais il a décelé quelques grandes voix, quelques talents. Oui. C'était laquelle? Celle qui était à gauche, là. Ah, d'accord. À ma gauche. D'accord. Histoire de dire que Star Karaoké de cette année, ça promet. Hein, ça promet. Il y a des garçons aussi qui ont la voix, la voix qui porte. C'est à suivre donc sur RTI 1 tout au long de ces grandes vacances 2013. Alors, nous parlons de la place du secteur informel dans les économies africaines. Nous parlions à l'instant avec vous de la nécessité de réglementer ce secteur-là. Effectivement. Alors, à partir du moment où les structures comme la Banque mondiale, comme le BIT, le FMI ont décidé d'aller à la remorque de nos pays en développement, d'aider, d'organiser le secteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment mettre de l'ordre dans le secteur informel dans nos pays? Ben, effectivement, il faut premièrement déjà, je pense, il faut déjà identifier. C'est ce que le rapport du professeur Mbaye du Sénégal dit premièrement. Hein. Il y a trois étapes. Premièrement, il faut identifier tous ceux qui travaillent dans le secteur. Bien sûr. C'est tout à fait normal, de créer la base de données. Si les experts arrivent, les experts, comme je vous ai dit, eux, ils travaillent sur la base de chiffres. Donc quand ils vont arriver, vous devez être à mesure de lui dire, voilà ce que j'ai effectivement comme catégorisation, effectivement comme nous avons dit. Bien sûr. Il y a les ferrailleurs, il y a les mécanos, il y a ceux qui travaillent dans l'informalité de la production, des échanges, de la restauration, etc. etc. C'est cela. Et puis maintenant, avec ces données-là, on peut maintenant réfléchir à la bonne solution à apporter, n'est-ce pas, au problème, hein, comment les organiser parfaitement, et puis trouver maintenant comment faire en sorte qu'il y ait un lien entre ce secteur-là et le secteur effectivement formel. C'est pour cela peut-être que les artisans ont été répertoriés à un moment donné, identifiés. J'ai aussi noté qu'au niveau des jeunes ferrailleurs, on les a rassemblés autour de... Dans une fédération. Voilà, dans l'AFERCI, l'association des ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Voilà, il faut identifier les gens. Il faut identifier. C'est une très bonne opération. Il faut continuer dans cette veine-là pour identifier tout le monde. Parce que voyez-vous, la France, par exemple, c'est une économie d'artisans. 30 milliards d'euros en 2011 en termes de chiffre d'affaires. 1 million d'entreprises, 430 000 emplois créés en 7 ans en France, au niveau des artisans. Oui, c'est aussi le pays des grands boulangers. Des grands boulangers, merci. Qui dit boulanger voilà. dit artisan. artisan. Voyez-vous, le problème en Afrique, c'est qu'effectivement, on ne valorise pas l'artisanat. Aujourd'hui, n'importe qui s'élève et on croit effectivement que c'est parce qu'on n'a pas réussi à l'école qu'on devient couturière, ou devient couturier, ou devient etc. Alors que non. J'ai dit non. Il y en a qui peuvent, par exemple, je donne un exemple, la fille de M. de Villepin, ex-premier ministre de la France, à un moment donné, nous avons appris sa seule fille, l'unique fille d'ailleurs, elle a dit non, elle voulait devenir styliste. Voyez-vous, ce n'est pas parce que ses parents n'ont pas l'argent, non. C'est une question de vocation. Et c'est pourquoi d'ailleurs il faut... C'est un métier valorisant. C'est un métier valorisant. Donc il va falloir que nous ayons en Côte d'Ivoire, comme vous avez parlé de boulangerie, des écoles de pâtisserie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes premiers producteurs du cacao. C'est chez nous, logiquement, qu'on devrait envoyer les étudiants du monde entier pour venir étudier la pâtisserie. Logiquement. Mais vous savez que nous participons à la Coupe mondiale, n'est-ce pas, des pâtissiers. Hein. Effectivement. Voilà. Et j'ai vu notre équipe évoluer sur le terrain à Yamoussoukro. J'ai vu les gens évoluer. En tout cas, ça promet. Ça promet. On est sur la route. On est sur la route. Donc, comme quoi, personne n'a atteint le plein développement. Non, hein. clair, tout le monde est dans la course. On est dans la course, donc il va falloir déjà... Ce qui est intéressant en Afrique, ce que j'ai dit, il faut déjà connaître les mots qui minent l'Afrique. Une fois qu'on connaît les mots, je pense que le reste, c'est une question de... une fois que vous savez de quoi vous souffrez, il suffit seulement de voir le médecin. Et le médecin, c'est quoi? Ce sont les préceptes que nous donnons chaque matin, ou que les économistes, les grands conseillers que nous avons dans les ministères, comme là, vous avez dit, sur cette question d'identification, effectivement, le ministre Konaté Siriki, en son temps, effectivement, avait amorcé l'identification. C'est une très bonne chose. Il faut l'élargir. Et vraiment, c'est vrai que ça va nous coûter, mais c'est de bonne guerre.
Ça va nous coûter beaucoup d'argent. Vous allez savoir combien de couturiers nous avons en Côte d'Ivoire, combien de couturiers, combien de mécaniciens, combien de femmes qui opèrent dans la restauration. Ce n'est pas une mince affaire, mais il faut le faire. C'est important parce que il faut aussi apporter le savoir, une méthodologie. C'est ça. Une façon de faire. Souvent, je parle de ceux qui n'ont pas eu d'instruction, ceux qui n'ont pas de qualification. Il faut les guider. Il faut les guider. Et puis faire en sorte qu'ils apprennent à tenir leur comptabilité. C'est important aussi. C'est très important et c'est pourquoi nous parlons d'organisation. Parce que là, l'État ne gagne rien en laissant ce secteur-là, je vais dire la sauvette. Premièrement, les défauts au niveau de ces secteurs-là. Tous ceux qui opèrent dans ce secteur n'ont pas de protection sociale. Et je pense qu'un État sérieux, un État moderne, un État du 21e siècle se doit de protéger ses compatriotes ou bien ses administrés. Donc premièrement, vu que tous ceux qui opèrent, regardez ceux qui sont sur la route, il suffit qu'il y ait un accident, rien du tout. Rien du tout. Oh, c'est pas normal. Donc il faut qu'il y ait une couverture sociale. Oh, ça manque dans ce secteur-là. Sur la route, ils sont souvent pourchassés. Par les forces de l'ordre. De l'ordre, comme si c'était voyez-vous, des bandits. Alors que là, moi, je trouve que ce sont des gens qui ont refusé d'abord de prendre le court chemin. Ça veut dire d'aller voler, ils pouvaient aller braquer. Alors qu'ils disent non, nous ne voulons pas braquer. Nous parlons des vendeurs à la criée. Hein. Effectivement. D'accord. Voilà. Et deuxièmement, ça n'arrange pas le gouvernement parce qu'il se pose ce qu'on appelle un problème au niveau de la mise en œuvre de la politique économique. Parce que lorsque vous voulez mettre en place une politique économique, que je vais lutter contre le chômage, vous faites comment? Je vais lutter quel chômage? Pour les journalistes, les enseignants, ceux qui sont des universités, des grandes écoles, vous ne savez pas. Donc une fois qu'on aura identifié tout cela, on saura désormais quels sont, comment se structure la population et quels genre d'individus nous avons à faire. Est-ce que ce n'est pas cette thérapie-là que nous devons appliquer par rapport à l'autre, par exemple? Donc c'est très important. Et troisièmement, il y a un problème au niveau maintenant des recettes fiscales. Puisque ceux qui sont dans ce domaine-là, vous voyez, ils ne payent pas l'impôt. C'est vrai que ceux qui sont dans le secteur dit formel accusent les acteurs du secteur informel de facilité. De facilité de ne pas payer les impôts. De concurrence déloyale. Effectivement. Ils ne payent pas d'impôts, de taxes, rien du tout. Mais par ils louent pas de maison. Eux aussi disent, mais la mairie vient. La mairie, ils vous présentent très souvent leurs cartes, pour dire qu'ils sont identifiés, qu'ils payent des patentes aussi. Oui, ça c'est le gros informel. Il faut différencier le gros informel du petit informel. Le gros informel, effectivement, ce sont les gens qui sont un peu structurés, pas très structurés comme dans le domaine, je vais dire, des activités formelles, bien reconnues par l'État, réglementées, régentées par l'État, mais ils ont quand même une structure qui est quand même à cheval entre l'informalité et la formalité. Donc ceux-là, effectivement, on peut arriver à mettre la main sur les acteurs de ce secteur-là et prélever des impôts. J'ai fait une mission la fois dernière à Boaké, où j'ai vu, comme vous êtes en train de le dire, les chauffeurs de taxi, ils disent, mais écoutez, vous empruntez les motos pour faire vos courses, eux, ils n'ont pas même de plaque d'immatriculation, ils ne paient pas les impôts, nous, on paie les impôts, on paie l'assurance, on paie tout et tout. Donc, voyez-vous, quelque part, ils ont raison. Une concurrence déloyale. Une concurrence déloyale. Donc, quelque part, l'État ne gagne rien à cette histoire. L'État gagnerait à organiser ce secteur pour que ce secteur participe, n'est-ce pas, au financement de l'économie. Tout ce que l'État dépense chaque jour en termes de lumière, en termes de voitures, etc., c'est l'argent, n'est-ce pas, que nous lui donnons. C'est-à-dire que c'est notre participation au développement de notre pays en payant nos impôts, etc., les taxes que nous voyons, TVA, etc., impôts sur salaire, c'est ce que l'État utilise, n'est-ce pas, pour nous donner un mieux-être chaque jour. Donc l'État gagnerait à organiser ce secteur pour que ce secteur participe à l'effort de développement. Bien sûr. Alors à terme, le secteur informel devrait épouser les mêmes fonctionnements, le même type de fonctionnement qu'une entreprise vraiment aboutie. Une vraie entreprise. C'est ça. Donc, il faut apprendre. Il faut savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que malheureusement, dans le secteur informel, on est là et puis votre tante ou votre oncle vient avec un cousin. Bon, il faut le prendre dans ton entreprise. Est-ce qu'il est fait pour ça? Non, c'est le parent, il faut le prendre. Il faut apprendre donc à gérer. La gestion, c'est important. Au niveau du secteur informel. Effectivement. Et c'est là le bas blesse, effectivement, dans ce secteur. J'ai toujours dit, effectivement, qu'en général, nous, les Africains, nous confondons toujours bénéfices et puis recettes. Alors que non, le bénéfice n'a rien à voir avec la recette.
Donc déjà, en identifiant ce secteur-là, d'autres pays ont proposé, par exemple, qu'il y ait des formations en alternance. Regardez le mécanicien qui a pris, je vais dire, sur l'État. Parce qu'il était chez son frère Yao pendant 10 ans, et puis bon, maintenant, il est devenu chef mécano. Alors qu'aujourd'hui, la technologie évolue. Aujourd'hui, les voitures que nous avons, pas cool. Enfin, pour ceux qui ont des gros moyens, c'est des voitures très électroniques. Et donc, pour une petite panne, vous êtes obligé soit d'aller chez le concessionnaire, ou bien peut-être, je vais dire, faire venir un expert des pays développés. Donc aujourd'hui, nous avons des lycées professionnels. Les lycées professionnels doivent servir à quelque chose. Nous avons des lycées techniques. Les lycées techniques doivent servir à quelque chose. Alors ça doit servir à quoi? Une fois qu'on va identifier, n'est-ce pas, tous ceux qui opèrent dans le secteur, je vais dire, informel, d'autres iront, par exemple, dans les structures financières pour qu'il y ait quelqu'un qui les forme un peu à la comptabilité. Comment tenir, je vais dire, un livre, comment tenir une petite, ne serait-ce qu'une petite comptabilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit en Afrique, les banques ne prêtent pas. Mais comment voulez-vous qu'une banque vous prête alors que vous n'avez pas de papier qui montre que vous êtes quelqu'un de solvable et que votre activité va permettre aux banquiers de pouvoir avoir demain son argent? Certaines banques ont commencé à s'ouvrir quand même au secteur informel. Au secteur informel, mais oui, mais c'est un peu difficile avec le secteur informel. Donc, il faut quand même que l'État aide le secteur informel à aider les banques à prêter. Parce que moi-même, je fais partie de ceux-là qui critiquent chaque jour les banques, que les banques n'accompagnent pas le développement. Mais quelque part, lorsque vous écoutez les banquiers, ils ont quand même quelque part raison. Monsieur Oba Koulibaly, vous n'allez pas me prêter l'argent aussi longtemps que vous savez que je ne vais pas vous rembourser votre argent. Ça, c'est clair. Vous voulez être sûr. Alors, le principal enjeu du secteur informel dans nos pays réside dans le manque à gagner qu'il crée pour les recettes fiscales au niveau de l'État. Au niveau de l'État. Il faut remédier à cela. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup. On va donc conclure sur la question qui nous réunit sur ce plateau, la question donc de la place du secteur informel dans les économies africaines. Est-ce qu'il y a de l'espoir, Dr Prao? Il y a de l'espoir. J'aimerais dire en tout cas au gouvernement africain d'identifier tous ceux qui travaillent dans le secteur informel, de les organiser, de les former, de les encadrer. C'est très important parce qu'effectivement, c'est l'antichambre, n'est-ce pas, de la grande entreprise, n'est-ce pas, de nos économies africaines. Et c'est un secteur qui apporte beaucoup en termes d'emploi, en termes d'activités génératives de revenus. Et aujourd'hui, nous savons qu'un Africain sur deux est pauvre. Et donc, si nous voulons lutter contre la pauvreté, n'est-ce pas, en milieu urbain comme en milieu rural, nous devons faire avec le secteur informel, l'aider à pouvoir vraiment aider, n'est-ce pas, tous ces acteurs-là à pouvoir vivre décemment. Merci, Dr Prao. Vous êtes économiste et vous nous visitez régulièrement sur les différents sujets. Nous débattons. Aujourd'hui, nous avons parlé donc de la place du secteur informel dans les économies africaines et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Avant de recevoir d'autres invités, chers téléspectateurs, nous parlions donc de Star Karaoke 2013. C'était le lancement vendredi ici à la Maison de la Télévision. Et bien, cette émission a reçu la célébrissime Monique Seka. Nous regardons, c'était jouissif. Hein? Pelike mon peyoleni iti nante sue. Pelike mon peyoleni iti nante sue. Cheyelele safite no samiwa blawisa minde blawisa minde itio hanatra ko pili kemenistra trosa menu aya hona bole yolinga Bewa mili na kloma wa bili Bewa mili na kloma wa Otiali kefio miwa Otiali kefio Ha bili na fabeo Ha bili plano minyo flewa
Honi oli onkwanya manu pili itina yom la mete. Honi oli onkwanya manu pili itina yom la mete. Waulie yoya mama na musakinduma. Waulie yoya mama na musakinduma. Oh, Hane Lucille, ma fengbe ho, Hane Shadow ma fengbe. Salé kiawo oh, chantoule salé tia. Salé kiawo oh, titile salé kia. Salé kia Shakila, salé kia. Shakila, Saleke, oh, Ninale, Saleke, oh, Hanole, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était Monique Seka, chers téléspectateurs, Monique Seka à Star Karaoke, au lancement de Star Karaoke, vendredi dernier, ici au studio B. Je vous propose, dans la parenthèse du mot du jour, de vous parler d'un vocable connu, une parenthèse de vocabulaire, et s'arrêter sur l'adjectif méritoire. E accent aigu, R-I-T-O-I-R-E, méritoire qui renvoie au verbe mériter et bien entendu du mérite. Le mérite, amis téléspectateurs, parlons-en. C'est une notion positive, une vertu, je devrais dire cardinale, une vertu en tout cas. C'est ce qui rend une personne digne d'estime ou de récompense, et c'est aussi un ensemble de qualités intellectuelles et morales particulièrement estimable. Et l'effort méritoire, nous l'avons déjà expérimenté, nous, Ivoiriens, nous, peuple de Côte d'Ivoire, à l'époque justement de ce qu'on a appelé le miracle ivoirien, le succès de ce pays reposant sur l'agriculture, le slogan étant bien connu. On avait initié la Coupe nationale du progrès avec la médaille de chevalier de mérite agricole pour récompenser le travail inestimable et tellement grand de nos braves paysans, de nos populations de l'intérieur, de nos planteurs. Et aujourd'hui, les Ivoiriens, eh bien, ils sont de nouveau au travail, inscrivant donc leur force dans la persévérance, leur nom dans la liste méritoire des pays émergents, et c'est tant mieux, chers téléspectateurs. Je ferme la parenthèse du mot du jour pour recevoir Dr Attier Firmin. Avec vous, nous parlons du porc. Du porc, tout à fait. Ah, du porc. Est-ce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui mangent le porc? Oui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui mangent du porc, et il y en aura encore davantage après les journées que nous allons organiser. En mangeant le porc, ils cherchent quoi? Quelle est la saveur particulière qu'ils recherchent? Vous savez, le porc, la viande de porc est d'abord une viande blanche. Il y a beaucoup de préjugés autour de cette viande, et c'est une viande qui est recommandée dans les régimes amaigrissants. Ah bon? Ben oui. D'accord. Il y a beaucoup de tabous et de préjugés autour de cette viande. Ok. Et ce sont ces tabous, ces préjugés qui nous ont motivés, n'est-ce pas, à l'organisation des premières journées de promotion de la viande de porc et ses dérivés. D'accord. Alors, je voudrais préciser que vous êtes le président du comité d'organisation des premières journées de promotion de la viande de porc et ses dérivés. Quels sont ces dérivés-là? Dans les dérivés de la viande de porc, vous savez, d'abord, c'est les produits de boucherie. Okay. Nous avons les échines, les côtelettes, et nous avons aussi les produits de charcuterie, les jambons, les saucisses
et tous ces produits qui sont dérivés de la viande de porc. Voilà. D'accord. Alors, ça commence dans 2 jours, Dans le 2 jours, 17. tout à fait. Et ça finit le 18. Ça passe vite? Oui. Il faut d'abord que je puisse situer un peu le contexte de cette journée. Allez-y. Vous savez, en 1996, la filière porcine a subi l'épizootie de la peste porcine. Et, n'est-ce pas, cet épisode-ci a décimé près de 70% du cheptel ivoirien. Et en plus de cet épisode-ci, nous avons connu la décennie de la crise sociopolitique qui a accentué, n'est-ce pas, ce désastre. Et depuis quelques années, le gouvernement ivoirien, au travers du ministère des Ressources animales et halieutiques et les partenaires au développement, conjuguent leurs efforts dans le but de relancer cette filière. Et donc, cette conjugaison d'efforts a abouti en 2011 à la création de l'interprofession porcine ivoirienne. Cette interprofession sert de catalyseur à la redynamisation de cette filière. Et donc, aujourd'hui, il y a de bonnes perspectives qui s'ouvrent en termes de production porcine en Côte d'Ivoire. Et pour pouvoir mettre en adéquation cette production, il s'avère qu'il faut aussi booster la consommation. Donc, c'est pour cela que l'interprofession ivoirienne porcine, en association avec l'Association des docteurs vétérinaires de Côte d'Ivoire, dont j'en suis le secrétaire général, ont décidé d'unir leurs forces pour organiser ces premières journées de promotion de la viande de porc et ses dérivés. Voilà, donc c'est une journée qui vise, entre autres, comme objectif, à aider, n'est-ce pas, à promouvoir la consommation de la viande de porc, mais aussi à permettre à tous ceux qui veulent faire de l'élevage de porc à trouver un cadre pour pouvoir s'exprimer. Parce que dans cette journée, il y aura une composante espace gastronomique où toute personne qui veut découvrir la viande de porc pourra venir sur le lieu, manger, déguster les mets succulents. Je vous invite à découvrir les chipolatas. Comme le dit le président de l'Interpor aussi, venez découvrir les chipolatas, les andouillettes. Vous savez, il y a beaucoup de mets succulents. Mais en plus de cela, il y aura des stands promotionnels où des professionnels de la filière qui vendent, n'est-ce pas, les intrants, les médicaments, vont pouvoir être en contact avec les éleveurs. Et pour terminer, il y aura des conférences débats. Et ces conférences débats vont tourner autour de problématiques qui concernent l'élevage de porc. Et il y aura un focus sur le financement des fermes porcines. Pour tous ceux qui veulent faire du self-employment, là, tout à l'heure, on a parlé du secteur informel, mais nous, on veut promouvoir le self-employment. Tous ceux qui veulent faire de l'élevage de porc, il y aura un panel de financiers qui seront... C'est la même chose, hein, vous voulez dire l'auto-emploi. L'auto-emploi, tout à fait. Et il y aura un panel de financiers qui seront là pour pouvoir aider tous ceux qui veulent faire de l'élevage de porc à trouver des financements. Et à ce titre, on a invité un expert français qui est arrivé, qui va nous faire partager son expérience, l'expérience de ce grand pays en matière de production porcine. D'accord. Moi, je voulais vous rassurer, en fait, je n'en mange pas. Ah, vous n'en mangez pas? Je n'en mange pas. Oui. Peut-être réussiriez-vous à m'en convaincre, je ne sais pas. Mais vous êtes médecin, donc dites-moi, docteur vétérinaire, dites-moi, quelqu'un qui souffre du surpoids, mais disiez tout à l'heure que c'est conseillé dans les cures d'amaigrissement. Tout à fait. Quelqu'un qui souffre donc de surpoids et qui n'arrive pas à dépérir, à perdre du poids, vous lui conseilleriez de manger davantage de porc, c'est ça? Oui. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des régimes hyperprotéiniques qui font leur preuve. Sans faire de publicité, tout le monde connaît le régime Duncan. Et c'est un régime qui est à base de protéines animales. Et comme je le disais, la viande de porc est une viande blanche. Mais cette viande a en plus d'autres qualités parce qu'elle renferme beaucoup plus d'oligo-éléments par rapport aux autres viandes blanches. Donc, c'est une viande qui malheureusement souffre d'une mauvaise publicité. Lorsque vous faites la découpe de la viande de porc, vous constaterez que la graisse est à la périphérie. Donc, il suffit juste de faire un parage et vous avez une viande blanche, sans graisse. Et conseillée pour les régimes amaigrissants. D'accord. Je sais que les hâtiers sont experts en la matière.
ils élèvent même et tout ça. Et puis bon, voilà, ça, en tout cas, bravo, docteur. Mais vous avez dit quelque chose, vous avez dit que vous ne consommez pas, c'est vrai. Oui. Mais vous savez, aujourd'hui, vous êtes mieux placé pour savoir que l'information, c'est le pouvoir. Même si vous ne consommez pas, je vous invite à venir à ces conférences pour justement redécouvrir. Ne vous en faites pas, je serai là. Merci. Ce sera à la Caisse Table les 17 et 18 juillet. Ça commence à 9h. Et pour en savoir un peu plus, il faudra appeler, chers téléspectateurs, le 05 30 09 89. Je dis bien 05 30 09 89. Mais aussi le 08 64 64 26. Merci, docteur Attier Firmin. Je rappelle que vous êtes président du comité d'organisation des premières journées de promotion de la viande de porc et ses dérivés. J-Porci, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va parler sport, on va s'intéresser à l'actualité sportive de la semaine. La semaine écoulée, eh bien, nous sommes lundi 15 et Serge est avec nous. Bonjour, comment ça va? Bonjour Baba. Moi je vais bien, hein. Tu vas bien? Très bien. D'accord. On a fêté l'indépendance de la France hier, bien entendu. Oui, c'était le 14 juillet. 14 juillet. Il y a Ousmane Dendane qui était sur les champs et nous a fait vivre en tant que reporter à sa façon. En tout cas, un grand bravo. Et puis reviens-nous bien, monsieur Dendane. Voilà, il était présent. Place Trocadéro. Voilà, c'était quelque chose de féerique pour lui, un événement. Voilà. Et c'est très bien. Alors, il y a eu la 15e Assemblée générale des comités nationaux, des associations de comités nationaux olympiques ici en Afrique. Et c'était à Abidjan, c'était donc à l'Hôtel Ivoire, vendredi 12. Effectivement. Et puis, cette session a connu la réélection du général Lassana Palanfo, qui était candidat sortant et qui remplit pour encore 4 ans. Cela fait 8 ans que le général Palanfo est à la tête. Hein? C'est un plébiscite. Les 53 pays présents ont plébiscité le général Palanfo pour le travail accompli pour l'olympisme africain. Il faut reconnaître effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, que la Côte d'Ivoire, vendredi, était la capitale de l'olympisme africain, avec la présence de toutes les personnalités du Gotha mondial de l'Olympique. Nous avons eu la chance d'avoir la présence du docteur Jacques Roche, président du comité olympique international, qui était présent, ainsi que M. Cheikh Saba, le président des 5 continents des comités olympiques, le coétien qui était là, avec aussi pas mal de personnalités pour l'assemblée, la 15e session des assemblées nationales des comités nationaux olympiques africains, ACNOA, qui s'est tenue à Abidjan en présence du Premier ministre, M. Daniel Kablan-Duncan, à la suite donc de cette session qui s'est déroulée en 2 jours, vendredi et samedi. Le général Lassana Palanfo a été élu, réélu encore pour un mandat. Maintenant, quels sont les objectifs assignés à M. Palanfo? C'est celui de développer un peu l'olympisme africain. Il faut reconnaître qu'au JO de Londres 2012, l'Afrique n'a pas récolté énormément de médailles. Et donc, dans le nouveau projet de M. Palanfo, pour les 4 années à venir, c'est de former des athlètes pour être plus performants aux prochains Jeux qui seront ceux de Rio 2016. Ça va aussi leur donner un peu plus de moyens. Un peu plus de moyens. C'est-à-dire qu'accompagner les athlètes africains en leur donnant beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de stages de perfectionnement en Europe, puisque la plupart des meilleurs entraîneurs sont là-bas. Regardez, aujourd'hui, on parle de Jamaïque, même aussi la Sainte Monica College aux États-Unis est une adresse indiquée pour l'athlétisme et aussi, sans oublier nos Kenyans qui nous représentent valablement aux grands meetings internationaux. Donc, M. Palanfo a été réélu par l'ACNOA, donc par les 53 associations. Ainsi, donc, il remplit pour un mandat de 4 ans. C'est un honneur fait à la Côte d'Ivoire et on espère que, bien entendu, cette élection va rejaillir sur nos athlètes. Nous savons qu'en athlétisme, nous avons une fille qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire, Muriel Aouré, qui, lors de certains meetings à Rome, à Madrid ou même à Düsseldorf, a la médaille d'or. Dernièrement, en France, au meeting de Sotteville, elle a pulvérisé le record des 100 mètres avec 10,91 devant la Jamaïcaine Shannon Ann Fraser. Donc, c'est dit qu'avec l'élection d'un président ivoirien, on espère que d'autres athlètes ivoiriens seront
au grand rendez-vous de Rio 2016 pour nous permettre de récolter des médailles. Pas seulement des Ivoiriens, mais des Africains, des Kenyans, des Marocains et autres. Disons que l'olympisme africain a besoin encore de beaucoup plus de moyens pour pouvoir se mettre au diapason des nations fortes comme les nations européennes et américaines qui, la plupart du temps, au grand rendez-vous de l'olympisme, raflent la plupart des médailles. C'est cela, il faut le vouloir. Il faut le vouloir, il faut accompagner ces fédérations en leur donnant beaucoup plus de moyens, en formant les encadreurs pour permettre à l'Afrique d'être aussi au grand rendez-vous en remportant de grosses satisfactions donc par M. Palanfo qui remplit pour 4 ans. Et on espère que la Côte d'Ivoire va en bénéficier. D'accord, d'accord. Alors, il devait y avoir hier élection au niveau de la Fédération ivoirienne de handball. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, la Fédération ivoirienne de handball est orpheline depuis le 20 janvier 2013, où une assemblée générale élective a été dissoute par le ministre des Sports. Depuis cela, il y a eu beaucoup de choses autour de cette fédération. L'IAH, c'est-à-dire l'International Handball Mondial, a donné donc un avis en donnant les moyens au comité national olympique ivoirien de faire les votes. C'était prévu pour le 14 juillet, c'est-à-dire hier, mais avec toute cette préparation le lac Noir, le président de la fédération, l'Égyptien était là, Hassan Moustapha, ainsi que le docteur Aéremou, le président de la Confédération africaine de handball. Mais une date ultérieure va être désignée ce matin, une prochaine date pour permettre, bien entendu, de savoir qui sera le prochain président de la Fédération ivoirienne de handball. Il faut noter en passant que le candidat sortant est candidat, c'est-à-dire le président sortant est candidat, je veux parler du colonel Joseph Orega. Malheureusement, certains adversaires estiment qu'il y a eu de mauvaises appréciations et les 3 autres adversaires que sont Ouattara Ibrahima, dit Obé, ex-président de la Fédé dans les années 2000, Kwame Amani, un avocat, et aussi Berté Abdallah, ex-président de la SOA, semblent se désister en faveur du président sortant, le colonel Joseph Orega. Donc, on va sûrement aller vers un plébiscite aussi à ce niveau de la fédération. Qui vivra, verra. Attendons de voir. Attendons de voir. D'accord. Alors, la dernière journée du championnat national, et là nous parlons de football, il y avait donc ce suspense au niveau de la troisième place, parce que bon, il y a Gagnewa, Lafad, Djekanou, mais finalement, l'Asie et Gagnewa ont fait match nul. Finalement, disons que l'AFAD a conservé sa troisième place puisqu'elle a battu le Denguele d'Odjene. Et Gagnoa a battu l'équipe de Sewe, mais il y avait déjà 2 points de retard que Gagnoa avait face à l'AFAD. Donc chacun garde sa position, il n'y a pas eu de chamboulement. Donc l'AFAD sera troisième et Gagnoa reste 4e. Et puis le Sewe qui termine en beauté. Le Sewe qui est toujours leader. Et pour la 2e fois d'affilée, le Sewe est champion de Côte d'Ivoire. Et la SEC reste 2e. Il va falloir aller apprendre comment ils font là-bas au niveau de San Pedro. Ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un dirigeant comme M. Eugène Marie Diomandé qui est à la tête de cette équipe depuis 6 à 8 ans. Il a fait un boulot considérable. Il a gardé les mêmes joueurs pendant longtemps. Et dans ce championnat marathon qui dure 9 mois, il a pu apporter une assistance particulière à cette équipe. L'année dernière, ils ont été champions. On dira que c'était de manière accidentelle. Cette année, ils ont encore été champions. Ça veut dire que ce n'est plus accidentel. C'est une équipe bien organisée, avec une méthode d'assistance aux joueurs, avec des joueurs plus ou moins expérimentés et matures, qui, chaque année, montrent de belles choses. Le meilleur buteur vient de San Pedro, Zougoula Kevin. L'année dernière, il était le meilleur buteur. Cette année encore, il est le meilleur buteur. Et que San Pedro est aussi qualifié pour les phases de poule de la Ligue des champions africaine. Elle fait preuve de régularité, de constance. Et il faut le stigmatiser. La capitale du football ivoirien, c'est San Pedro. San Pedro en ce moment. N'en déplaise à la SEC et l'Africa, aujourd'hui, San Pedro monte le bout du nez depuis 2 ans. Et ce n'est plus un épiphénomène, c'est une réalité. C'est un club bien organisé avec des joueurs chevronnés qui dominent le football ivoirien. Ça, c'est clair. Voilà. Parlons de la Coupe du monde militaire. Oui, la Côte d'Ivoire était présente en Azerbaïdjan. Voilà. Situant géographiquement l'Azerbaïdjan, ce sera difficile de situer. Je pense que ce n'est pas loin de la Russie ou de l'Afghanistan. Mais la Côte d'Ivoire était présente à ce grand rendez-vous du football militaire mondial. Les éléphants militaires étaient conduits par le coach Amani Yao Lambert César,
avec comme gardien Kanté Guyan, Samake Mori, beaucoup de joueurs qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'accéder aux demi-finales. Il faut savoir qu'en phase de poule, les Ivoiriens ont battu le Brésil, ils ont battu les Pays-Bas. Et en quart de finale, ça a été un duel franc 100% africain, Côte d'Ivoire, Lion indomptable du Cameroun. Nous avons pu prendre le meilleur sur les Camerounais, 2-1. En demi-finale, nous sommes tombés sur l'Irak. L'Irak nous a donné une leçon de football. Nous avons pris 3-0. Et donc, la Côte d'Ivoire ressort donc de cette compétition, éliminée au stade des demi-finales par une équipe de l'Irak. Il faut déjà savoir qu'à la Coupe du Monde des juniors qui se déroulait en Turquie, on a vu déjà une équipe de l'Irak qui a montré de très belles choses. C'est vrai que l'actualité dominante nous montre souvent dans les pays arabes des bombes et beaucoup de choses, mais au niveau du football, ils jouent très très bien. Et on a vu que l'Irak, au niveau sportif, a aussi d'autres qualités que certaines images nous montrent. Voilà, ça c'était le match contre l'Irak, et demi-finale en Azerbaïdjan. On reconnaît la couleur ivoirienne, orange, blanc, vert, short blanc, t-shirt orange. Malheureusement, ce match, nous l'avons perdu en demi-finale. On aurait aimé arriver en finale et pourquoi pas à l'emporter, comme l'a fait il y a 3 mois Kamara Ibrahim avec les éléphants cadets au Maroc. C'est-à-dire que quand une équipe va en compétition sans bruit, il n'y a pas beaucoup d'attention particulière sur cette équipe. Souvent, ça nous ramène de belles choses. Ça, c'est vrai. Et cette fois-ci, c'est vrai qu'ils sont partis dans la discrétion. Oui. C'est tellement vrai que je veux te dire, Serge Dakouri, la Coupe du Monde de football des journalistes, la RTI a participé à cette Coupe du Monde une fois. C'était en 1986. Vous êtes arrivé à quel stade? Et nous sommes revenus avec la Coupe du Monde ici. Avec des joueurs comme Eugène Kakou, Georges Abouké. Voilà. Mais cette équipe avait été entraînée par Laurent Pocou. Ah d'accord, l'homme d'Asmara. Voilà, l'homme d'Asmara. Et la Coupe du Monde est venue à Abidjan. Et puis depuis lors, on n'a plus participé à aucune coupe. Vivement qu'on remette ça. Oui, effectivement. Alors, on va terminer avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Ça se passe en Turquie. Oui, la Turquie a reçu 16 nations pendant pratiquement 2 semaines pour la Coupe du Monde des juniors de moins de 20 ans. 4 pays africains y étaient présents, le Niger, le Mali, l'Égypte, le Ghana et le Nigeria. Les 2 premiers pays cités, le Mali et l'Égypte, ont été éliminés au premier tour. Kayode Olanwayou, l'ancien joueur de la SEC, a permis au Nigeria d'accéder au 8e de finale. Malheureusement, pour le seul pays africain qualifié aux demi-finales, les Black Satellites du Ghana, ils ont été éliminés par la France 3-1. Et c'est donc la France, samedi, dans un duel face à l'équipe d'Uruguay, qui s'est imposée au tir au but. Le gardien Alphonse Areola, gardien de but remplaçant du PSG, a été déterminant. En arrêtant 2 pénaltys, il a permis donc à cette sélection de Pierre Mankowski, aidé dans leur tâche par un capitaine Paul Pogba, une sélection française avec beaucoup de blacks qui a permis à la France d'être sur le toit du monde dans la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Après France 98, la France attendait un trophée majeur et c'est ces jeunes de moins de 20 ans qui ont permis à la France d'être sur le toit du monde dans la catégorie junior. Bravo donc à ces Français qui sont arrivés hier dans la soirée à Roissy et qui seront félicités ce matin par la Fédération française de football qui sont venus avec la coupe. Malheureusement, le Ghana termine 3e, car dans le match de classement, le Ghana quand même a pu s'offrir son adversaire du jour 3-0. Donc première nation française, 2e l'équipe d'Uruguay et la 3e c'est une équipe africaine, les Black Satellites du Ghana. Voilà Pogba, c'est le capitaine de cette équipe française, joueur de la Juventus de Turin, 19 ans, mais quelle maturité au milieu de terrain, quelle débauche d'énergie. C'était lui le leader technique de cette sélection. Il a permis à la France de pouvoir se qualifier, mais ça a été difficile. 0-0 au bout de 120 minutes. Et c'est donc un peu fatidique. Et ce gardien que vous voyez, 19 ans, c'est le gardien du Paris Saint-Germain. Gardien remplaçant, mais quel talent. Alphonse Areola, c'est un nom à retenir. Il a permis donc, en arrêtant les pénaltys, à la France d'être sur le toit du monde et de venir avec le trophée à Paris. Voilà
Voilà, voilà en train d'arrêter les pénaltys. Voilà, et il faut aussi terminer en disant que la France était donc en finale pour la toute première fois. Toute première fois, parce que en compétition junior, c'est la première fois effectivement que la France remporte. Le Ghana l'a déjà remporté en 2009. C'est cela, Ghana qui a été éliminé. Éliminé au moins en demi-finale et qui a gagné le match de la 3e place. Merci donc, beaucoup. Bravo aux Français. Merci. Qui ont terminé premier. Voilà, Serge Dacoury, merci et bravo à toi. C'est un plaisir. À lundi prochain. Voilà, nous prenons beaucoup de plaisir à te recevoir sur notre plateau et pour les inconditionnels du sport, ceux qui souhaiteraient poursuivre le débat avec toi, je peux te donner le numéro, c'est le 07 89 28 87. Merci encore une fois, un plaisir. Serge Dacoury. À bientôt. Voilà, nous avons présenté de larges extraits de l'émission de lancement du Star Karaoké. Et puis, faut noter que sur RTI 1, il y a eu donc ce week-end la saison 2, le démarrage de la saison 2 de l'émission Qui veut gagner des millions. C'était donc samedi sur votre chaîne préférée sur le coup de 14h. Et puis, c'est aujourd'hui qu'on lance le clash musical ce lundi. Les préparatifs de cette émission baptisée Clash musical, c'est ici et maintenant. C'est le studio B de la Maison de la Télévision qui a accueilli la réunion d'information entre l'équipe de production de l'émission Le Clash musical et les artistes. Il faut rappeler que le Clash musical est la nouvelle appellation de Tempo Vacances, qui est un combat musical qui met en compétition différents genres musicaux. Déroulée dans une ambiance très conviviale, cette rencontre pilotée par Didier Bléou, animateur de l'émission, a été l'occasion de décortiquer les grands axes de la compétition. Notons que pour cette édition, 8 genres musicaux s'affronteront. La musique mandingue, la musique religieuse, la musique tradimoderne et la musique reggae, genres musicaux qui font leur entrée pour la première fois dans l'émission. Le zouglou, le coupé-décalé, le hip-hop et les comédiens-chanteurs, genres musicaux pionniers, seront des têtes de poule pour ces nouveaux venus. Pour ces vacances 2013, les couleurs sont le rouge et le noir. Pour finir, l'équipe de production a demandé aux artistes de s'approprier véritablement cette émission, qui est une plateforme de promotion de la musique ivoirienne et un canal de communion pour la jeunesse en ces instants de vacances scolaires. Nous venons d'avoir une rencontre avec toutes les tendances musicales sollicitées pour cette édition du Clash musical. Déjà, le nom change. De Tempo Vacances, on passe à Clash musical. Et puis, l'objectif, c'est d'occuper les jeunes pendant ces vacances et aussi permettre à tous ces artistes de s'exprimer, hein, de faire la promotion de la musique ivoirienne. Ce seront des combats musicaux amicaux. C'est purement amical. Je le dis toujours, il n'y aura pas de vainqueur. Sinon, le seul vainqueur, ce sera la musique ivoirienne. À l'issue de la rencontre, les artistes ont donné le ton de ce Clash musical 2013. Rendez-vous pour le Clash musical édition 2013. Bientôt. Ok, c'est bon? D'accord, on revient sur ce plateau. J'étais en train de consulter notre conducteur journalier ce lundi. En tout cas, c'est tout un programme sur RTI 1, amis téléspectateurs. Notre matin bonheur d'aujourd'hui s'arrête là. Je voudrais vous souhaiter une excellente journée, une très belle journée en tout cas sur notre chaîne. N'oubliez pas, il y a de la matière, il y a de très beaux films à voir et puis notre Babywood en rediffusion c'est ce lundi, ne l'oubliez pas, ne le manquez pas. Le titre Harcèlement a plu, voilà, nous avons les résultats, les chiffres et tout ça, ça veut dire que ça plaît et puis bon voilà, c'est pour vous que nous travaillons. Nous vous souhaitons une bonne journée, une très bonne journée et puis portez-vous bien, nous nous retrouverons ici au même endroit demain mardi. Voilà, nous sommes lundi, demain mardi. Merci, au revoir. Excellente journée.